Mon mari est parti en voyage d'affaires et moi, sans prévenir personne, j'ai décidé de passer chez ma belle-mère pour l'aider avec son « éternelle réparation ». Mais en franchissant la porte de l'appartement, j'ai vu quelque chose qui a détruit toute ma vie en une seconde. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je m'appelle Marianne Lefebvre, j'ai 34 ans et je suis mariée depuis 10 ans avec l'homme que je croyais fiable et loyal, Damien. 10 ans à partager des matins ordinaires, des projets à deux, des silences complices et des promesses murmurées au creux de la nuit. J'étais persuadée d'avoir construit une vie solide, stable, à l'abri du chaos que connaissent les autres couples. Damien n'était pas parfait, mais je le pensais incapable de trahir, incapable de mentir aussi bien que ceux que je jugeais de loin. J'étais aveugle, et je ne le savais pas encore, mais cette croyance allait exploser en 1000 morceaux. Ce jour-là, mon mari était censé être parti en déplacement professionnel, mais quelque chose en moi murmurait qu'une vérité beaucoup plus sombre se cachait derrière. Il avait laissé sa valise bien visible près de la porte, son costume soigneusement repassé, comme s'il avait mis en scène chaque détail. Pourtant, son regard évitait le mien depuis des jours, et ses baisers mécaniques avaient perdu toute chaleur. Mon instinct criait plus fort que ses mots rassurants. Et même si je voulais me tromper, je savais déjà que je ne le faisais pas. Sans prévenir personne, j'ai décidé de passer chez ma belle-mère pour l'aider avec son soi-disant éternel chantier, une excuse qu'elle répétait depuis des mois. Elle prétendait que la cuisine était en rénovation, que les ouvriers n'en finissaient jamais, que le carrelage ne collait pas. Chaque semaine, Damien partait l'aider, revenant les bras vides et l'alibi bancal. Cette fois, j'allais voir de mes propres yeux. J'avais besoin de vérité, même si elle devait m'arracher la peau. J'ai appelé un taxi en direction de Villeurbanne, essayant de me convaincre que j'exagérais et que je n'avais besoin que de repos. Le moteur tournait dans un silence épais, mes mains tremblaient sur mes genoux. Le chauffeur parlait peu, et chaque feu rouge rallongeait l'angoisse qui montait en moi. Je regardais les immeubles défiler, cherchant dans leur banalité un reflet rassurant de ma propre vie. Mais tout semblait déformé, comme si le monde savait ce que j'allais découvrir. J'ai monté les escaliers lentement, respirant profondément, car quelque chose en moi criait que j'étais sur le point de tout perdre. Chaque marche résonnait comme un battement sourd dans ma poitrine, une marche funèbre vers l'effondrement. Mon cœur tapait fort, mes jambes hésitaient, mais je continuais malgré moi. Devant la porte, je suis restée figée une seconde, la main levée. Une part de moi voulait fuir. L'autre ne supportait plus d'être aveugle. J'ai frappé doucement à la porte, m'attendant à voir ma belle-mère entourée d'outils ou un salon en plein travaux. J'avais même préparé un sourire pour masquer ma nervosité, prête à faire semblant, à jouer la belle-fille bienveillante. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Il y a eu quelques secondes de silence derrière la porte. Puis, le loquet a tourné, et le monde a basculé. Mais ce n'est pas elle qui a ouvert, c'était mon propre mari, en peignoir, ébouriffé, le visage figé en me voyant. Ses yeux se sont écarquillés comme s'il avait vu un fantôme, et sa main tremblait encore sur la poignée. Il n'a rien dit tout de suite, et ce silence en disait trop. Il avait l'air de sortir du lit, ou pire encore. Mon souffle s'est suspendu entre deux battements de cœur. Ma respiration s'est coupée net. Il était censé être à plus de 300 km de là. À cet instant, je n'étais plus une femme, plus une épouse, j'étais un bloc de glace qui fondait de l'intérieur. Tout ce que je croyais solide venait de se fissurer en un seul regard. L'air autour de moi semblait irrespirable. Il m'avait menti. Et il ne savait même pas comment commencer à s'expliquer. Avant qu'il ne dise un mot, un éclat de rire féminin est sorti du salon. Un rire léger, sûr de lui, à peine contenu, comme si ma douleur était un détail anecdotique. Ce son m'a transpercé plus violemment que 1000 cris. J'ai senti mon ventre se retourner, mon sang se glacer. Ce n'était pas un rire inconnu. Je l'avais déjà entendu, il y a longtemps, dans un autre cauchemar. En regardant par-dessus son épaule, je l'ai vue, Élodie, son ex, assise sur le canapé, vêtue uniquement de lingerie, totalement à l'aise. Elle m'a regardé sans sourciller, presque amusée,
croisant nonchalamment les jambes comme dans une publicité. Mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Il n'y avait pas eu de piège, pas d'erreur, pas de malentendu. Il y avait juste eux, et moi, en trop. Le salon était impeccable, moderne, parfaitement rangé. Pas une seule trace de travaux, pas une bâche, pas une poussière. La lumière baignait la pièce avec une cruauté insupportable, révélant chaque mensonge dissimulé sous des mois de faux-semblants. C'était leur repère, leur vérité cachée, leur monde construit sur ma naïveté. J'étais celle qui n'avait rien vu. Et désormais, je voyais tout. C'est là que j'ai compris, les heures qu'il prétendait passer à aider sa mère étaient en réalité des heures passées avec elle. Chaque mensonge prenait forme devant moi, chaque absence, chaque excuse bancale, chaque retour tardif, tout s'emboîtait, comme les pièces d'un puzzle cruel. J'étais devenue un détail dans leur histoire, une ombre qu'on efface derrière une porte fermée. Et le pire, c'est que tout le monde semblait déjà au courant. Sauf moi. Damien a essayé de refermer la porte, mais j'ai poussé avec force, le cœur explosant en 1000 morceaux. Je ne savais plus si je voulais comprendre ou détruire ce que je voyais. Il a reculé, surpris par ma rage silencieuse, par ma présence qu'il n'avait pas prévue dans leur mise en scène. C'était moi l'intruse dans ma propre vie. J'ai senti mes mains trembler, mais je n'avais plus peur. « Marianne, ce n'est pas ce que tu crois », a-t-il murmuré, la voix tremblante et le regard fuyant. Ces mots étaient vides, usés, comme s'il les avait répétés 1000 fois devant un miroir. Il cherchait une version plus douce de la vérité, un angle moins coupant, mais il n'en existait pas. La trahison ne se déguisait pas. Elle se jetait à la figure, brute, indiscutable. Élodie s'est levée du canapé, sans la moindre gêne, et a dit, aussi, c'est exactement ce qu'elle croit. Sa voix était tranchante, provocante, chargée de cette assurance détestable de celle qui a gagné. Elle ne cherchait pas à cacher, ni à s'excuser. Elle savourait ce moment, comme si ma douleur lui appartenait aussi. Son sourire m'a donné la nausée. Ma belle-mère est sortie de la cuisine, visiblement paniquée, comme si elle savait que ce moment arriverait tôt ou tard. Elle avait ce regard d'alerte, coupable, mais surtout surpris de me voir là, sans préavis. Sa blouse était propre, pas une trace de poussière, pas de tache de peinture. Il n'y avait jamais eu de chantier. Juste une couverture parfaite pour une trahison prolongée. « Marianne, ma chérie, calme-toi, on peut t'expliquer », a-t-elle dit sans oser me regarder. Sa voix tremblait d'un mélange de pitié et de honte, mais il était trop tard pour les mots doux. Elle savait. Elle avait couvert leur liaison, menti, participé au théâtre sordide qu'on m'avait joué. Et moi, pendant ce temps, je me battais pour préserver un mariage fantôme. Le sol sous mes pieds devenait glissant. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ils le savaient tous. Sauf moi. Cette révélation a été plus violente que la trahison elle-même, l'isolement. J'étais seule dans une pièce pleine de gens qui m'avaient menti, protégés entre eux par une vérité partagée. Et moi, je n'étais qu'un point d'interrogation vivant. Une épouse décorative dans un mensonge parfaitement huilé. Damien a tenté de toucher mon bras, mais j'ai reculé comme si sa main brûlait. Son contact me paraissait sale, dangereux, empoisonné. Il avait perdu le droit de me toucher au moment même où il m'avait regardé dans les yeux tout en dormant dans les bras d'une autre. Je n'étais plus accessible. Je n'étais plus sa femme, ni même son passé. Juste une frontière qu'il n'aurait plus le droit de franchir. Et depuis combien de temps, ai-je demandé, la voix brisée. J'avais besoin d'une vérité, une seule. Pas pour lui pardonner, mais pour cesser d'imaginer. Le mensonge me faisait plus de mal que l'acte lui-même. Je voulais une date, une durée, un chiffre. Je voulais pouvoir mesurer l'étendue exacte de mon humiliation. Ma belle-mère a soupiré avant qu'il ne réponde, ils ont recommencé à se voir depuis presque un an, sa voix à elle, pas celle de Damien. Elle a pris le relais, comme une mère qui avoue les fautes de son fils. Il est resté silencieux, les yeux au sol, incapable de confirmer ou nier. Et moi, j'ai senti mes jambes vaciller.
Un an. 12 mois de mascarade. Presque un an m'a poignardé. Je vivais avec un étranger. Chaque repas partagé, chaque baiser volé, chaque nuit passée ensemble, tout était souillé par cette vérité qu'il avait gardée enfouie. Je m'étais battue pour ce mariage pendant qu'il le piétinait dans un autre lit. Je me suis sentie stupide, invisible, trahie jusque dans mes os. Damien a baissé la tête, vaincu. Il n'a pas nié. Il n'a pas essayé de me retenir. Rien. Il s'est contenté de se laisser avaler par le silence, comme un lâche qui espérait que ça passe. Et moi, je regardais l'homme que j'avais aimé devenir un fantôme vivant. Élodie, agacée, a ajouté, « Je t'avais dit que ça finirait par arriver. » Sa voix était acide, blessante, comme un coup porté avec précision. Elle n'était pas là pour s'excuser, ni pour expliquer. Elle savourait sa victoire comme on boit du champagne. Et moi, je suffoquais dans leur triomphe sale. Je voulais hurler, pleurer, tout casser, mais mon corps est resté immobile, vidé. Comme si mon âme s'était détachée, incapable de supporter le poids de l'instant. Même mes larmes refusaient de couler. J'étais là, debout, cassée de l'intérieur, spectatrice de ma propre chute. Il n'y avait plus de colère. Juste du vide. J'ai attrapé mes clés, respiré profondément et dit, « Ne me parlez plus. Aucun de vous. » Ma voix était calme, tranchante, irrévocable. Je savais que si je restais une seconde de plus, je m'écroulerais. Alors je suis partie. J'ai quitté cette scène comme on quitte un cauchemar en courant vers l'air libre. Je me suis retournée sans un regard, même si j'ai entendu ma belle-mère dire « Marianne, ne gâche pas tout », cette phrase a résonné dans ma tête comme une gifle. Comme si c'était moi, la destructrice, moi, la fautive. Elle osait me blâmer alors qu'ils avaient tout démoli. Sa voix suintait la manipulation. Et j'ai su qu'elle n'avait jamais été de mon côté. Cette phrase a confirmé ce que je soupçonnais, elle avait toujours été complice. Ses sourires, ses conseils, ses silences, tout n'était qu'un jeu. Elle avait protégé son fils, peu importe le prix. Et j'avais été trop aveugle pour voir la vérité derrière son masque de tendresse. Elle ne m'avait jamais aimé. Juste toléré. J'ai descendu les escaliers sans sentir mes jambes, comme si mon âme marchait à ma place. Mon corps avançait mécaniquement, sans force, sans volonté. Les murs semblaient se refermer autour de moi, étouffants, familiers et hostiles à la fois. Je ne savais pas où j'allais. Je voulais juste fuir ce lieu souillé. Une fois dans la rue, je me suis effondrée en larmes, m'agrippant au mur pour ne pas tomber. Les passants m'évitaient, gênés, comme si ma douleur était trop dérangeante pour être regardée. J'étais seule, dévastée, sans repère. Chaque respiration me coûtait un effort. Je n'avais plus rien à quoi me raccrocher. Ce soir-là, j'ai pris une chambre dans un petit hôtel de Lyon, pleurant jusqu'à m'endormir, mon alliance enfonçant ma peau. Le métal froid semblait me brûler, comme un rappel cruel de ce que j'avais perdu. J'ai serré l'oreiller contre moi, mais aucun sommeil ne m'a apaisé. La trahison me tenait éveillée. Et le silence de la chambre amplifiait mes larmes. Je n'ai pas fermé l'œil. Je revoyais la scène en boucle, espérant un détail qui prouverait que tout cela était faux. Mais chaque souvenir confirmait ce que mes yeux avaient vu, il ne m'aimait plus, peut-être ne m'avait-il jamais vraiment aimé. Mon cœur tentait de recoller les morceaux d'un puzzle brisé. Et moi, au milieu de la nuit, je devenais une femme que je ne reconnaissais plus. Au matin, j'ai inspiré profondément et appelé un avocat. Il était temps de mettre fin à ce qui n'existait plus. Je n'ai pas pleuré au téléphone, je n'ai pas supplié. J'ai parlé calmement, d'une voix que je découvrais froide, tranchante. Je voulais reprendre le contrôle. Même si ça faisait mal. J'ai lancé la procédure de divorce sans prévenir Damien. Qu'il l'apprenne par lettre recommandée. Il ne méritait pas mieux que ce silence légal, brutal, définitif. Il m'avait exclu de sa vie bien avant cette trahison. Alors moi aussi, je l'effaçais sans cérémonie. Plus de discussion.
Plus d'explications. Mon avocat m'a regardé, surpris. Vous êtes sûr? Ça peut être long et éprouvant. Mais je n'étais plus cette femme hésitante, amoureuse, dévouée. J'étais une femme trahie qui refusait d'être victime. Il fallait tout affronter pour enfin respirer. La douleur ne me faisait plus peur. L'inaction, si. Je suis déjà en enfer, ai-je répondu. Je veux juste en sortir. Mes mots sont sortis seuls, chargés de la vérité nue. Il a hoché la tête, comprenant que ma décision n'était pas une réaction impulsive, mais une nécessité vitale. Je n'avais plus de place pour les compromis. Seulement pour la reconstruction. Je suis retournée dans notre appartement à Lyon. Il dormait encore, comme si rien ne s'était passé. La lumière du matin caressait son visage avec une tendresse qui me révoltait. Je l'ai regardé une dernière fois, cherchant un éclat d'humanité. Mais je n'ai vu qu'un homme étranger dans le lit que j'avais cru nôtre. J'ai déposé mon alliance sur la table de la cuisine, posé sur un mot, c'est fini. C'était tout ce qu'il méritait, tout ce qu'il restait. Pas de cris, pas de scène, juste une vérité froide et irrévocable. Ce mot était un point final, un acte de survie. Mon doigt, enfin nu, respirait. J'ai fait mes valises en silence, respirant pour ne pas m'écrouler. Chaque vêtement plié, chaque objet rangé était un adieu à une vie construite sur des illusions. Je ne prenais que le nécessaire, laissant derrière moi les souvenirs, les mensonges, les promesses fanées. Mon corps tremblait, mais ma décision était ferme. Je partais. Je suis partie sans qu'il s'en rende compte. C'était la première fois depuis des années que je me choisissais, moi. Mon cœur battait vite, mais ce n'était plus de peur. C'était de liberté. Chaque pas loin de cet appartement était une victoire minuscule. Je redevenais vivante. Pendant des semaines, Damien m'a envoyé des messages larmoyants, jurant que c'était une erreur. Il suppliait, promettait, s'excusait sans cesse, mais ces mots n'avaient plus d'écho. Je les lisais sans émotion, comme un livre que j'aurais déjà refermé. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Et moi, j'en faisais un autre. Je n'ai répondu à aucun. Parfois, le silence est la meilleure protection. Chaque message lu sans être ouvert devenait un mur que je reconstruisais autour de moi. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à sauver. Le pardon n'était même plus une option, seulement l'oubli. Ma belle-mère a aussi essayé de me contacter, suppliant que je n'abandonne pas la famille. Ces mots suintaient l'hypocrisie, cette même douceur toxique qu'elle avait utilisée pour me trahir. Pour elle, la famille comptait tant qu'elle servait ses intérêts. Mais je n'étais plus cette belle fille docile. J'étais sortie du piège. J'ai supprimé son numéro. Je ne devais rien à personne. Pas d'explication, pas d'au revoir. La seule personne à qui je devais réparation, c'était moi. Couper les ponts n'était pas cruel, c'était vital. J'avais été brisée par leur silence. Je me reconstruirais dans le mien. Mes amies m'ont accueilli, nourri, soutenu quand mes jambes ne tenaient plus. Elles ont été là sans poser de questions, sans juger, sans me forcer à parler avant d'être prête. Elles m'ont tendu la main quand j'étais en miettes. Leur tendresse m'a rappelé que j'existais encore. Grâce à elles, j'ai tenu debout. Avec le temps, j'ai compris que la trahison la plus douloureuse est celle qui se cache derrière les excuses. Celle qui se répète, qui se justifie, qui se maquille en erreur. Damien ne m'avait pas seulement trompé, il avait effacé ma confiance en moi. Et maintenant, je devais tout reconstruire. Brique après brique. J'ai commencé une thérapie. Pour la première fois, quelqu'un m'écoutait sans me juger. Chaque séance était un miroir tendu, un plongeon dans mes blessures. Mais au lieu de me noyer, j'apprenais à respirer autrement. Ma douleur avait enfin un nom, une voix, un espace. Et elle cessait d'être une prison. Je me suis replongée dans le travail avec une concentration nouvelle, transformant ma douleur en moteur. Chaque dossier traité, chaque réunion menée devenait une victoire sur le chaos.
Je n'étais plus cette femme brisée, j'étais une femme en reconstruction. Et même si chaque jour était difficile, je progressais. Lentement, mais sûrement. Les mois ont passé, et j'ai lentement reconstruit mon estime de moi, petit à petit. Plus de maquillage pour plaire, plus de sourires forcés, juste moi, honnête, fatiguée mais vivante. Je me découvrais dans les silences, dans les petits plaisirs simples. Être seule n'était plus une punition. C'était une renaissance. J'ai fait de nouvelles rencontres, des gens vrais, qui m'ont redonné foi en l'humanité. Pas d'agenda caché, pas de promesses vides. Juste des présences sincères, lumineuses, humaines. Le monde s'ouvrait à nouveau, pas comme avant, mais mieux. Et pour la première fois, je me suis sentie prête à tendre la main aussi. Un jour, en buvant un café place Bellecour, mon avocat m'a appelé, le divorce est finalisé. Sa voix était posée, presque administrative, mais pour moi, c'était un tremblement de terre. J'ai posé ma tasse, incapable de parler. Le mot « libre » résonnait dans ma poitrine. C'était fini. Enfin. J'ai raccroché et éclaté en larmes, cette fois de soulagement. Pas de tristesse, pas de rage, juste une libération profonde, totale, irréversible. Chaque cellule de mon corps semblait respirer à nouveau. Ce que j'avais cru être une fin douloureuse devenait, en silence, le début de ma renaissance. Je n'étais plus une épouse trompée, j'étais une femme libre. À partir de là, ma vie a enfin commencé à avancer dans la bonne direction. Je faisais des choix pour moi, pas pour plaire, pas pour sauver quelqu'un. Chaque décision prise était un pas vers une version de moi plus vraie, plus forte. Je ne courais plus après un passé illusoire. Je construisais un avenir que j'avais choisi. Je me suis inscrite à une formation que j'avais toujours rêvé de faire et que Damien dénigrait. Il me répétait que ce n'était pas sérieux, que ça ne mènerait nulle part. Pourtant, assise en classe, carnet en main, j'avais l'impression de respirer pour la première fois. Mon esprit s'ouvrait, ma voix comptait. J'étais exactement là où je devais être. J'ai emménagé dans un petit studio à la Croix-Rousse. Modeste, mais à moi. Chaque meuble que je choisissais, chaque cadre posé sur les murs représentait une victoire sur le passé. Cet espace n'était pas grand, mais il me ressemblait. C'était un nid de paix, sans mensonges, sans faux semblants. J'ai appris à cuisiner pour moi seule, à dormir au milieu du lit, à vivre sans peur. Le silence ne me faisait plus peur, il m'apaisait. Il n'y avait plus de compte à rendre, plus de regard à fuir. Mes journées étaient simples, mais pleines. J'avais repris possession de ma vie. J'ai recommencé à sourire, sans culpabilité. Pas pour faire semblant, pas pour éviter les conflits. Un sourire vrai, venu de l'intérieur, après des mois de douleur. Les gens le voyaient, et certains me disaient, « Tu rayonnes ». Je n'y croyais pas encore. Mais je commençais à y goûter. Un soir, en sortant avec des amis, j'ai rencontré Alban, un homme calme, posé, respectueux. Il ne m'a pas abordé avec des phrases toutes faites, ni avec l'arrogance de ceux qui veulent conquérir. Il m'a juste parlé, écouté, regardé sans juger. Sa présence ne me menaçait pas. Elle me rassurait. Je n'étais pas prête pour une relation, mais il a su respecter chaque étape. Pas de pression, pas d'attente. Il ne voulait pas me réparer, juste me connaître. Il avançait à mon rythme, avec douceur, comme si chaque silence comptait. Et ça, c'était nouveau. Précieux. On parlait des heures, sans pression, sans mensonge. Pas de jeu, pas de stratégie. Juste deux êtres qui se découvraient, sans masque, sans crainte. Je ne cherchais rien, mais je trouvais la paix dans nos conversations. Et pour la première fois, je me suis dit, pourquoi pas? Un jour, je lui ai raconté mon histoire. Il m'a écouté attentivement et m'a dit, tu ne méritais rien de tout ça. Pas de pitié dans ses yeux. Juste de la vérité, simple, honnête, presque douce. Cette phrase a traversé mes défenses comme un baume inattendu. J'ai baissé les yeux, mais j'ai souri.
J'ai senti quelque chose se libérer en moi. Comme respirer après avoir longtemps été noyé. Ce n'était pas de l'amour encore, mais un apaisement, une reconnexion à moi-même. Comme si quelqu'un m'avait enfin vu, entendu, sans me demander de me taire ou de m'excuser. Ce moment a marqué le vrai début de ma guérison. Avec le temps, j'ai découvert que j'étais encore capable d'aimer, en commençant par moi-même. Je m'étais oubliée pendant des années, effacée dans une relation où je n'existais que pour l'autre. Maintenant, je réapprenais à m'écouter, à me respecter, à me choisir. Ce n'était pas toujours facile, mais c'était sincère. Et surtout, c'était à moi. Alban est devenu un partenaire, pas un maître, pas un manipulateur. Il avançait à mes côtés, pas devant moi, ni derrière. Il me traitait en égal, sans jamais tenter de me contrôler ou de me faire douter. Avec lui, je pouvais être forte sans être punie, vulnérable sans être exploitée. C'était nouveau. Et profondément réparateur. Pendant ce temps, Damien a tenté de revenir, mais je n'étais plus la femme qu'il avait brisée. Ses mots ne m'atteignaient plus, ses regrets glissaient sur moi comme de l'eau sur du verre. Il n'avait plus de prise sur ma vie, plus d'accès à mon cœur. Ce qu'il avait détruit, j'avais reconstruit sans lui. Et il ne faisait plus partie de l'équation. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit « Tu me manques ». J'ai répondu « Pas moi ». Il a baissé les yeux, déconcerté, comme s'il ne comprenait pas que je sois passée à autre chose. Mais ce n'était plus à moi de l'éduquer sur les conséquences de ses actes. Cette phrase était ma libération finale. Courte, tranchante, juste. J'ai fermé cette porte avec la certitude de ne plus jamais accepter des miettes. Je voulais l'amour entier, ou rien. Plus de demi-vérité, plus de compromis toxiques. La solitude valait mieux que l'humiliation déguisée en affection. Mon cœur n'était plus en solde. Il était précieux. Et je le traitais comme tel. Aujourd'hui, je sais que perdre Damien a été, en réalité, ma délivrance. À l'époque, je croyais mourir sans lui. Mais maintenant, je sais que c'est avec lui que je m'éteignais. Chaque jour loin de lui m'a rapproché de moi-même. Il ne m'a pas quitté, il m'a libéré. Et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. La douleur est devenue force, la trahison est devenue liberté. J'ai transformé la chute en élan, les cendres en lumière. Je ne renie pas ce que j'ai vécu, je l'intègre. Ce passé fait partie de moi, mais il ne me définit plus. Il m'a brisé, oui. Mais il m'a aussi révélé. Et maintenant, en regardant en arrière, je peux dire sans peur, ce jour où j'ai ouvert la porte chez ma belle-mère n'a pas détruit ma vie, il m'a permis de commencer celle qui m'appartenait vraiment. Ce moment qui aurait pu m'anéantir m'a, au contraire, réveillé. Il a mis fin à l'illusion. Et ouvert la voie à ma vérité. Je n'ai jamais revu Élodie. Elle a disparu de nos vies comme un courant d'air sale que l'on finit par oublier. Peut-être qu'elle a cru avoir gagné ce jour-là, mais elle n'a fait que m'éveiller à moi-même. Elle a crevé une bulle que j'aurais pu habiter encore des années. Et pour ça, malgré tout, je lui dois ma liberté. Quant à Damien, il a continué à errer autour de moi comme une ombre qui cherche à retrouver son poids. Il ne comprenait pas que la femme qu'il avait trompée n'existait plus. Il parlait au passé, espérait un futur, refusait le présent. Mais moi, je n'étais plus une femme qui attendait qu'on la voie. J'étais celle qui avait ouvert les yeux. Le jour où j'ai changé de nom sur mes papiers, j'ai ressenti un frisson. Comme si je me détachais définitivement de cette vie d'avant. Lefebvre restait mon nom, mais il avait une nouvelle couleur, une nouvelle densité. Il ne portait plus le poids d'un mariage. Il portait maintenant la force de mon histoire. J'ai appris à aimer sans m'effacer, à dire non sans m'excuser. Je ne cherchais plus à correspondre à une image. J'étais imparfaite, mais entière. Mes failles étaient visibles, assumées, humaines. Et c'est dans cette vulnérabilité que j'ai trouvé ma vraie puissance. Alban est resté. Non pas parce que je l'ai retenu, mais parce qu'il a choisi d'être là, chaque jour, librement.
Il n'a jamais marché devant moi, ni tenté de réparer ce qu'il n'avait pas brisé. Il m'a simplement accompagné, regardé, aimé sans bruit. Et c'est ce silence-là qui m'a le plus guéri. Il y a des soirs encore où je repense à ce jour, à cette porte, à ce peignoir. Pas avec douleur, mais avec reconnaissance. Ce moment m'a déchiré, oui, mais il m'a aussi révélé. Ce n'était pas la fin de ma vie. C'était la fin de mon mensonge. Et le début d'une version de moi que je n'avais jamais connue. Aujourd'hui, je marche la tête haute, pas parce que je suis invincible, mais parce que je suis debout malgré tout. Je ne cherche plus à être forte pour les autres. Je suis forte pour moi, pour mon cœur, pour mes rêves. J'ai appris à poser des limites. Et à m'aimer avec autant d'intensité que j'ai aimé les autres. Le pardon n'est jamais venu pour Damien. Et c'est peut-être ça, le vrai pardon, ne plus en avoir besoin. Je ne le hais pas. Il ne m'intéresse plus. Il fait partie de mon passé, comme un chapitre que l'on referme avec soulagement. J'ai lu l'histoire jusqu'au bout. Et je l'ai dépassée. Je vis sans peur désormais. Pas parce que la douleur n'existe plus, mais parce que je sais qu'elle ne me définit pas. J'ai traversé l'abandon, l'humiliation, le mensonge. Et j'en suis sortie entière, transformée. Je suis la preuve vivante que l'on peut mourir 1000 fois, et renaître autrement. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre sans nom dans ma boîte. L'écriture m'a tout de suite glacée. C'était Damien. Une dernière tentative. Il disait regretter tout, qu'il avait tout perdu, qu'il n'était plus rien sans moi. J'ai déchiré la lettre sans la finir. Ce n'était plus mon histoire. Chaque matin désormais, je me réveille avec une certitude, je suis exactement là où je dois être. Il m'a fallu du chaos pour comprendre la paix. Il m'a fallu être trahi pour enfin me choisir. Et il m'a fallu tomber très bas pour apprendre à voler. Je n'ai plus peur du vide. J'ai appris à m'y construire des ailes. Parfois, dans les rues de Lyon, je croise des femmes au regard perdu. Et j'aimerais leur dire qu'on survit. Qu'on renaît. Qu'on finit même par rire de nouveau. Mais ce sont des chemins qu'on doit emprunter seul. Alors je leur souris, discrètement. Parce que je sais. Et que ce regard-là peut sauver une journée. Ma plus grande victoire n'a pas été de tourner la page, mais d'en écrire une nouvelle. Une page où je suis le personnage principal. Où je ne demande plus à être choisi. Où je ne supplie plus pour exister. J'ai repris ma plume. Et chaque mot écrit est un pas vers moi-même. Je n'ai plus besoin de vengeance. Ni de justice. Ce que j'ai reconstruit vaut mieux que tout ce qu'on m'a pris. J'ai bâti un monde dans lequel je suis en sécurité. Où l'amour n'est pas une cage, mais une fenêtre ouverte. Où la tendresse ne cache pas de piège. Ce monde, c'est le mien. Et je ne le lâcherai plus. Et si un jour quelqu'un me demande ce que cette histoire m'a appris, je répondrai sans hésiter, elle m'a appris à ne plus me perdre en personne. À rester fidèle à mon propre cœur. Et surtout, à ne plus jamais fermer les yeux quand quelque chose en moi crie d'ouvrir une porte. Le passé ne m'effraie plus. Je le regarde comme on observe une cicatrice, il a fait mal, il a saigné, mais il est fermé maintenant. Il me rappelle ce que j'ai traversé, mais il ne contrôle plus mes pas. Je marche en avant, avec mes souvenirs dans le dos, et la lumière devant moi. Ce n'est pas de l'oubli. C'est de la paix. Je n'attends plus rien de personne. Et c'est là, paradoxalement, que les plus belles choses arrivent. Sans calcul, sans peur, sans besoin désespéré d'être validé. Je donne, je reçois, je vis. Et ce que je construis aujourd'hui n'est pas parfait, mais c'est vrai. Je n'ai plus besoin de prouver que je mérite l'amour. Je le sais. Je l'incarne. Je n'ai plus besoin qu'on me regarde pour me sentir vivante. Je n'ai plus peur d'être seule, car je suis entière. Et cette entièreté, personne ne pourra jamais me la reprendre. Parfois, je repense à la Marianne d'autrefois. Celle qui espérait, qui doutait, qui priait pour qu'on la choisisse. J'ai envie de la prendre dans mes bras et de lui dire,
tu verras. Ce que tu crois être la fin n'est que le commencement. Parce qu'au fond, elle n'était pas faible. Elle était en transition. L'amour est revenu dans ma vie, mais différemment. Plus lent, plus tendre, plus conscient. Ce n'est plus une course à l'approbation. C'est une danse à deux, où chacun avance librement, sans s'écraser. Et dans cette lenteur nouvelle, je me sens en sécurité. Aimée. Et surtout, respectée. Je suis fière de la femme que je suis devenue. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. J'ai souffert, oui. Mais je n'ai pas abandonné. Et aujourd'hui, chaque sourire que je porte est une victoire sur les larmes que j'ai versées. Je suis debout. Et c'est tout ce qui compte. Et si un jour quelqu'un me demande comment tout a commencé, je lui dirai simplement, par une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir, et que j'ai pourtant bien fait de pousser. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi il m'a trahi. Il n'y a pas de réponse satisfaisante à ce genre de violence intime. Certains détruisent ce qu'ils ne savent pas aimer. Et moi, j'ai arrêté de chercher des explications dans les ruines. Je préfère bâtir ailleurs, avec ce que j'ai appris. Chaque matin, je prends le temps de respirer. Rien que cela, respirer. Sentir l'air sur ma peau, le silence autour de moi, ma présence au monde. Je n'ai plus besoin de chaos pour me sentir vivante. La paix est devenue mon langage. Et je ne fais plus la guerre pour être aimée. Parfois, je regarde Alban pendant qu'il dort. Et je pense à tout ce que j'ai dû traverser pour mériter un regard comme le sien. Un regard qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui ne fuit pas. Un amour qui ne cherche pas à dominer. Juste à exister, avec moi. Il m'arrive encore d'avoir peur. De douter. De me demander si tout cela est réel. Mais ces peurs ne me paralysent plus. Je les accueille, je les écoute, puis je les laisse passer. J'ai compris que la force n'est pas dans l'absence de blessures, mais dans la capacité à marcher avec elles. La solitude m'a appris que je n'étais pas incomplète. Que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me compléter, mais seulement pour me rejoindre. Et que l'amour véritable n'est pas une réparation, mais une rencontre. Aujourd'hui, je ne me perds plus dans les autres. Je m'y retrouve. Je ne dis plus « je vais bien » pour rassurer les autres. Je dis la vérité. Même quand elle est inconfortable. J'ai appris que ma voix comptait. Que mon silence pouvait être un bouclier, mais aussi une prison. Et que parler, même en tremblant, est un acte de liberté. Alors si tu passes par une tempête comme celle que j'ai traversée, retiens ceci, tu ne mourras pas. Tu vas changer. Tu vas pleurer. Tu vas perdre des morceaux de toi. Mais un jour, tu vas te relever. Et ce jour-là, tu ne chercheras plus la lumière, tu seras la lumière. Jesus Christ, dude. No! Oh, I messed up. I got hit twice by these attacks. This is so long. What is even going on here? Why is there 50 dragons? Why is there 50,000 dragons? Hey DB, how are you doing? Yeah, see, I'm not good at the game. You can... Oh, they don't spawn back? Well, that's interesting. Wait, am I going the wrong way or what? This is the tower? Why did I spawn here? Oh, they do spawn back, look. Ah, jeez. Dragon pie? That's what we're trying to have. But it's a mess. Please don't kill me. Ah, thank God. Hey, Therma.
There's 50,000 dragons in that spot. I am so confused by that. I'm not joking, that's 50,000 dragons. I counted them individually, and it reached 50,000. Well, thank you very much. Damage to them when you hit them on the head or something. Okay, one down. What a mess of a fight. We have enough to level up. Good to know. Yeah, see that? Is this one bigger? Like he is.
I mean, not finally. Of course I'm bringing an... Wait. I can hit you. Or can I? Yes, I can. Come on, die. I'm busy, dude. There we go. Whatever I did, maybe it worked. Oh, finally! A new draconic power is available at the Cathedral of the Da Communion. If only I knew where this was. I just noticed that yes, I am rich. Well, that's it. That was quick. So, what the heck is the Cathedral of the Dragon? She did it, that teleported 5 meters west, and it's gone. Guys. Oh, my chat's almost closed. I am a dragon nest slayer or something. Redmane Castle, Nanani. Alright, let's think. It has to be in Caelid. This is where all the dragons are. So this is what area that's empty. Here,